L'hôpital a dit que mon paiement avait été annulé quelques heures après mon opération, et mes parents étaient partis. J'étais encore allongé là, faible, en écoutant les infirmières chuchoter au sujet de ma sortie, quand un homme en costume sombre s'est approché de mon lit, a posé une lettre sur ma couverture, et a dit « Votre grand-mère m'a demandé de vous trouver si jamais cela se produisait. » Bonjour à tous, mon nom est Nathalie Rowan. J'ai 33 ans. Mes parents m'ont laissé mourante après une opération du cerveau, ont retiré le paiement de mon hôpital quelques heures après ma sortie de la salle de réveil, et ont disparu. Et pendant que j'étais encore allongé là, assez faible pour avoir besoin d'aide pour soulever un verre d'eau, un homme en costume sombre s'est approché de mon lit, a posé une lettre sur ma couverture, et a dit « Votre grand-mère m'a demandé de vous trouver si jamais cela se produisait. » Au début, j'ai pensé que j'hallucinais. Cela arrive quand votre tête est agrafée. Votre vision est encore trouble à cause de l'anesthésie. Et chaque son dans la pièce semble arriver à travers l'eau. Le plafond de l'hôpital était trop blanc. Les lumières étaient trop brillantes. Ma bouche avait un goût de métal. J'avais une perfusion dans le bras, une douleur écrasante derrière l'œil droit, et le genre de faiblesse qui donne l'impression que même respirer doit être surveillé. Je venais de survivre à une opération du cerveau. Cette partie est importante car mes parents aimeraient écrire les événements plus tard de manière à ce que leur choix paraisse moins monstrueux. Ils auraient dit que je me reposais, que je récupérais, que j'étais stable. Non, j'étais à peine cohérente et ils sont partis quand même. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu des infirmières. Pas ce qu'elles m'ont dit à moi, mais ce qu'elles ont dit près de moi. Avec ce genre de voix baissée que les gens utilisent quand ils pensent que le patient est trop médicamenté pour comprendre. L'autorisation de paiement a été annulée. Par qui? C'est Garant après l'opération. Une pause, puis la réponse silencieuse. Apparemment. J'ai gardé les yeux fermés parce que cela me semblait plus facile que de les ouvrir. Plus facile que de poser une question dont je savais déjà qu'elle n'avait qu'une seule réponse. Mes parents s'étaient occupés de la facturation, non pas parce que je leur faisais totalement confiance, mais parce que l'opération avait été programmée rapidement après que mes scanners se soient aggravés. Et ma mère était intervenue avec ce ton vif et compétent qu'elle utilisait quand elle voulait que le contrôle ressemble à de l'amour. Ne t'inquiète pas pour la paperasse, Nathalie. Ton père et moi allons nous en occuper. C'était 2 jours plus tôt. Le matin de l'opération, maman a embrassé mon front. Papa a serré mon épaule. Mon jeune frère, Owen, se tenait dans l'embrasure de la porte, faisant défiler l'écran de son téléphone, et ma mère a dit « Il déteste les hôpitaux. Ne le prends pas personnellement. » Je me souviens avoir essayé de sourire à travers la peur et avoir dit « Je suis juste heureuse que vous soyez tous là. » Ma mère a répondu « Bien sûr que nous le sommes. Nous sommes une famille. » Famille. Ce mot aurait dû être gravé sur la lame qu'ils ont utilisée pour m'ouvrir. Cela aurait été plus honnête que le bracelet autour de mon poignet. J'ai finalement ouvert les yeux quand l'une des infirmières s'est approchée suffisamment pour que je puisse voir l'inquiétude sur son visage. Elle était peut-être dans la quarantaine. Des yeux gentils, une posture fatiguée, le genre de femme qui avait probablement vu plus de trahison familiale que la brochure de l'hôpital ne l'admettrait jamais. « Nathalie » a-t-elle demandé doucement. Ma gorge me semblait écorchée à vif. « Où sont mes parents ?» Elle a hésité. C'était suffisant. J'ai dégluti et j'ai réessayé. Sont-ils partis? Son silence s'est transformé en professionnalisme si vite que cela a presque fait encore plus mal. Ils ne sont pas là en ce moment. Ont-ils retiré le paiement? Une autre pause. Puis elle a dit très prudemment, le bureau financier essaie de joindre les parties autorisées. Parties autorisées. Ma propre vie avait été transformée en une phrase de service client. J'ai regardé vers la porte. Pas de fleurs, pas de mère, pas de père, pas de frère, juste un pichet d'eau en plastique, un moniteur bipant régulièrement à côté de moi, et la terrible prise de conscience que pendant que j'étais sous anesthésie avec le crâne ouvert. Mes parents avaient décidé que je ne valais plus la peine d'être couverte. J'aimerais pouvoir dire que cette prise de conscience m'a choqué. Ce fut le cas, mais cela ne venait pas de nulle part. Dans ma famille, la maladie avait toujours été traitée comme un inconvénient, à moins qu'elle n'appartienne au bon enfant. Quand Owen s'est cassé le poignet à 14 ans, ma mère a dormi assise dans un fauteuil inclinable à côté de son lit pendant 2 nuits et a dit aux parents qu'il avait été si courageux.
Quand j'avais des migraines à l'université et que je commençais à m'évanouir pendant les examens finaux, elle m'a dit de ne pas être dramatique et a demandé si le stress me poussait à chercher de l'attention. Même quand le neurologue a trouvé la masse, mes parents ont réagi comme si je leur avais apporté un conflit d'emploi du temps coûteux. La première question de papa a été « Combien de temps dure la convalescence ?» Celle de maman était pire. « Est-ce que cela va affecter ta capacité à travailler à long terme ?»« Pas as-tu peur ?»« Pas as-tu mal ?» Pas Dieu merci, ils l'ont trouvé. Juste si mon cerveau endommagé allait devenir un inconvénient avec des frais généraux. L'opération a eu lieu rapidement. Après cela, le docteur a dit que la pression avait augmenté. Il voulait que je sois admis immédiatement. J'ai appelé mes parents depuis le parking de l'hôpital, les mains tremblant si fort que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Maman est arrivée en premier avec un sac fourre-tout, un pull que je n'avais pas demandé, et sa voix publique déjà activée. Papa est arrivé plus tard avec des documents. Je me souviens de lui feuilletant les formulaires et disant « Heureusement que ta grand-mère a mis de l'argent de côté pour les urgences. » Cette phrase m'est restée en tête parce que grand-mère était morte 8 mois plus tôt et parce que son argent était apparemment devenu le langage familial pour tout ce que mes parents voulaient toucher ensuite. Grand-mère June était la seule personne dans ma vie qui m'ait jamais regardé et vu la différence entre être silencieuse et être faible. Elle avait l'habitude de dire « Tes parents confondent toujours l'enfant qui demande moins avec l'enfant qui mérite moins. » Elle l'a dit une fois dans son jardin en coupant des roses mortes d'un buisson comme si elle commentait la météo. À l'époque, j'avais ri. Je n'en ris plus aujourd'hui. En fin d'après-midi, une femme du service de facturation est entrée dans ma chambre avec un sourire compatissant et un porte-bloc qu'elle détestait visiblement porter. Elle a commencé par « Il y a juste un problème temporaire », ce qui est la façon dont les gens introduisent des désastres quand ils ne veulent pas que votre tensiomètre prouve que vous les avez bien entendus. J'essayais encore de m'asseoir quand la porte s'est rouverte. Un homme en costume sombre est entré. Au milieu de la soixantaine, cheveux argentés, porte-document noir, le genre d'expression calme que les gens portent quand ils sont sur le point de confirmer que votre vie n'est pas ce que la pièce vous a laissé croire. Il a marché droit vers mon lit, a posé une épaisse enveloppe crème sur ma couverture, et a dit « Nathalie Rowan, mon nom est Daniel Mercé. Votre grand-mère m'a demandé de vous trouver si jamais cela se produisait. » L'infirmière du service de facturation s'est arrêtée de parler. Je l'ai regardée, non pas parce que je ne comprenais pas la phrase, mais parce qu'une partie de moi l'a comprise trop vite. Comme si ma grand-mère s'était préparée à ce que mes parents m'abandonnent bien avant que je ne sois prête à admettre qu'elle avait des raisons de le faire. J'ai baissé les yeux vers l'enveloppe. Mon nom était écrit sur le devant avec l'écriture de grand-mère, et pour la première fois depuis mon réveil après l'opération, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la douleur. J'ai ressenti de l'effroi accompagné de preuves. L'homme en costume sombre n'a pas demandé s'il pouvait s'asseoir. Il a d'abord regardé l'infirmière, sans impolitesse, pas comme s'il possédait la pièce, juste avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui comprenait que dans un hôpital, chaque phrase peut devenir un dossier. Avant que nous ne discutions plus avant, a-t-il dit, Madame Rowan est-elle médicalement apte à prendre des décisions? La femme de la facturation a bougé près de la porte. L'infirmière a répondu, elle est réveillée et orientée. Fatiguée, mais elle comprend. Bien, a-t-il dit. Puis il a tiré la chaise près de mon lit, s'est assis, et a placé une carte de visite sur la couverture à côté de l'enveloppe. Daniel Mercé, avocat, administration des successions et des fiducies. J'ai fixé la carte parce que les lettres étaient plus faciles à regarder que son visage. Ma grand-mère est morte, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu doucement. Je l'ai représentée pendant 19 ans. Cela m'a brûlé les yeux. 19 ans signifiait qu'il l'avait connue avant le lit d'hôpital, avant les funérailles, avant que mes parents ne commencent à utiliser son nom comme un portefeuille dont ils avaient hérité plus tôt que prévu. Il a ouvert son porte-document et en a sorti un dossier avec un onglet bleu. Votre grand-mère a laissé des instructions permanentes concernant vos soins médicaux. J'ai failli rire, mais c'est sorti comme un souffle brisé. Mes soins médicaux? Oui. Mes parents m'ont dit qu'elle avait laissé de l'argent pour les urgences familiales. Le visage de Daniel a légèrement changé. Pas de la surprise, de la confirmation. Elle l'a fait, a-t-il dit, mais elle a aussi défini quelles urgences comptaient. La pièce est devenue très silencieuse. Même la femme de la facturation a arrêté de faire semblant d'organiser son porte-bloc. Daniel a tourné une page vers moi. En haut,
il y avait les mots « Réserve médicale d'urgence, Nathalie Rowan ». Mon nom. Pas la famille, pas les enfants, pas les besoins futurs. Moi. J'ai essayé de lever la main vers la page, mais mes doigts ont à peine bougé. L'infirmière l'a remarqué et m'a aidé à ajuster le lit un peu plus haut. Cette petite gentillesse m'a presque anéanti. Daniel a parlé doucement. Votre grand-mère s'est inquiétée il y a 3 ans quand elle a appris que vos parents vous avaient découragé de poursuivre des tests neurologiques supplémentaires. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'elle le savait. Grand-mère savait toujours les choses que les gens essayaient de faire paraître normales. La première IRM avait été retardée parce que ma mère disait que les spécialistes étaient chers et que les migraines étaient de famille. Le deuxième rendez-vous a été repoussé parce qu'Owen avait détruit sa voiture et avait besoin d'aide pour les réparations. Quand je me suis finalement évanoui dans une allée de supermarché, c'est grand-mère qui m'a conduite aux urgences pendant que ma mère m'envoyait un message pour dire que je perdais encore le contrôle. Daniel a continué, elle m'a dit, et je la cite, « Si Nathalie a un jour besoin de vrais soins, ses parents diront qu'elle réagit de manière excessive jusqu'à ce que la facture arrive. Ensuite, ils diront que c'est injuste. » Une larme a glissé dans mes cheveux. Je détestais pleurer en étant allongé. Cela donnait l'impression que le chagrin était pris au piège. Il a fouillé dans le dossier et a sorti un autre document. Ce matin, peu après le début de votre opération, vos parents ont exécuté une autorisation en tant que garant pour le paiement de l'hôpital. 4 heures plus tard, après que la procédure soit terminée, ils ont annulé le paiement et ont demandé le retour des fonds sur leur compte. La femme de la facturation a chuchoté, « Monsieur Mercé ». Il l'a regardé. Y a-t-il une partie de cela qui soit incorrecte? Elle a dégluti. Non. J'ai regardé le plafond. Pendant un moment, je n'ai pas pu sentir mon corps du tout. Ni les agrafes, ni la perfusion dans mon bras, ni la douleur derrière mon œil, juste de l'absence. Mes parents avaient attendu que je survive à la partie où un chirurgien m'ouvrait le crâne. Puis ils ont retiré l'argent. Ce moment disait tout. Ils ne m'ont pas abandonné parce qu'ils pensaient que j'allais mourir. Ils m'ont abandonné une fois qu'ils ont su que je pourrais vivre assez longtemps pour devenir coûteuse. Daniel a placé un autre papier sur la couverture. Ceci est le solde actuel de l'hôpital, incluant l'opération, la récupération en soins intensifs, l'imagerie, l'anesthésie et les soins post-opératoires. 280 000 $. Le nombre semblait irréel, trop grand pour appartenir à un corps humain. J'ai chuchoté, « Je ne peux pas payer ça. » Non, a dit Daniel. Vous ne le ferez pas. J'ai ouvert les yeux. Il a pris un stylo dans sa poche, a signé un document déjà préparé, et l'a tendu à la femme de la facturation. Le paiement est émis par la fiducie médicale Rowan selon les instructions d'Eleanor Hay. La totalité des 280 000 $ sera couverte aujourd'hui. Toute communication future concernant le solde de Madame Rowan passera par mon bureau jusqu'à ce qu'elle sorte et soit représentée. La femme de la facturation a eu l'air soulagée de la manière dont les gens ont l'air quand un désastre devient le département de quelqu'un d'autre. Elle est partie rapidement. L'infirmière est restée. Je pense qu'elle voulait s'assurer que je ne sois pas seul quand la pièce comprendrait enfin ce qui s'était passé. Daniel a attendu que la porte se ferme. Puis il a touché l'enveloppe crème avec 2 doigts. Votre grand-mère m'a demandé de vous donner ceci avant de vous expliquer quoi que ce soit d'autre. Mes parents ont retiré le paiement, ai-je dit, toujours incapable de passer à autre chose. Savait-il pour la fiducie? Oui. Ce mot a fait plus mal que l'opération. Alors pourquoi ferait-il cela? L'expression de Daniel est devenue prudente. Parce qu'il croyait pouvoir forcer un choix avant que quiconque ne m'en informe. Quel choix? Il a fait une pause. Votre mère a appelé mon bureau ce matin pendant que vous étiez en salle d'opération. Elle a demandé si la réserve médicale de votre grand-mère pouvait être redirigée vers Owen parce que, selon ses mots, vous étiez déjà soigné. Mon moniteur cardiaque a changé. L'infirmière s'est approchée. Je l'ai à peine entendu. Owen. Daniel a hoché la tête une fois. Pourquoi faire? Il a regardé le dossier, puis est revenu vers moi. Un achat d'entreprise. Un espace commercial pour un studio de fitness. La date limite de dépôt était aujourd'hui. Pendant une seconde, j'ai pensé que l'anesthésie avait déformé la phrase. Mes parents avaient retiré le paiement de mon opération du cerveau pour que mon frère puisse acheter une salle de sport.
Pas même pour sa santé, pas pour sa survie, pour son rêve. Il y a des trahisons si obscènes que votre esprit refuse de leur donner forme au début. Il marche autour d'elles comme autour de meubles dans l'obscurité. Owen avait toujours été leur investissement. Non pas parce qu'il était brillant. Il ne l'était pas. Non pas parce qu'il était gentil. Il ne l'était pas non plus. Il était charmant de la manière dont les hommes insouciants peuvent être charmants quand tous ceux qui les entourent paient les conséquences avant qu'elles ne l'atteignent. Owen a échoué vers le haut tout au long de sa vie grâce aux mains de mes parents. L'abandon des cours est devenu la recherche de soi. Les dettes sont devenues la construction d'un crédit. Les mauvaises décisions sont devenues des risques entrepreneuriaux. Mes scanners médicaux sont devenus des drames. Sa troisième idée d'entreprise est devenue sa destinée. Daniel a glissé l'enveloppe plus près. Le mouvement m'a ramené dans la pièce. L'écriture de grand-mère était tremblante mais indubitable. Nathalie, s'ils te font payer pour avoir survécu. Je n'ai pas pu l'ouvrir. Pas tout de suite. Mes doigts étaient trop faibles et mon cœur battait trop fort. L'infirmière l'a ouverte pour moi après que j'ai hoché la tête. Elle a déplié la lettre et l'a placée là où je pouvais la voir. Daniel n'a lu à haute voix qu'après avoir demandé la permission. J'ai de nouveau hoché la tête. Sa voix était assurée. Ma très chère Nathalie, si Daniel te lit ceci, c'est que tes parents ont finalement fait ce que je craignais le plus. Ils ont mis ta douleur en compétition avec la commodité de ton frère, et ils s'attendaient à ce que tu perdes silencieusement. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre. Le ciel à l'extérieur était gris. Les mots de grand-mère ont rempli la pièce. Je suis désolé de ne pas avoir pu l'arrêter plus tôt. Je suis désolé d'avoir parfois confondu ton silence avec de la sécurité, mais je n'ai jamais confondu leur comportement avec de l'amour. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Pas bruyamment, proprement. Daniel a continué, ta mère dira qu'elle était débordée. Ton père dira qu'il prenait des décisions pratiques. Owen dira qu'il n'a jamais rien demandé de tout cela. Souviens-toi de ceci, ma chérie. Les gens n'ont pas besoin de demander un trône si tout le monde continue d'en construire un sous eux. L'infirmière a essuyé sous l'un de ses yeux et a détourné le regard. J'ai presque souri à travers mes larmes parce que grand-mère avait toujours été redoutable quand elle avait raison. Puis Daniel a atteint le dernier paragraphe de la première page. J'ai créé cette réserve parce que je savais qu'un jour il mesurerait ta vie face aux envies de quelqu'un d'autre. Si ce jour est arrivé, ne les supplie pas de te choisir. Laisse la paperasse montrer qu'ils ont déjà choisi. Daniel a baissé la lettre. Il y a une deuxième page, a-t-il dit. Ma gorge s'est serrée. Lisez-la. Il l'a retournée. S'ils ont annulé le paiement après le début du traitement, Daniel a pour instruction de payer le solde médical complet immédiatement, de sécuriser ton plan de sortie, et de commencer l'examen de tous les retraits effectués sur les comptes de ma succession dans les 8 mois suivant mon décès. Mes yeux se sont posés sur son visage. Daniel n'avait pas l'air surpris. Il attendait que je l'entende. Tous les retraits, ai-je chuchoté. Oui. Pourquoi? Il a fermé le dossier à moitié. Parce que votre grand-mère soupçonnait que la réserve médicale n'était pas la première chose qu'ils essayaient de vous prendre. Les machines continuaient de biper. L'infirmière a ajusté ma couverture. Et allongé là avec ma tête bandée, mon corps faible, et la lettre de ma grand-mère ouverte sur ma poitrine, j'ai compris que l'opération n'avait enlevé qu'une seule chose dangereuse de mon crâne. Le reste de la maladie résidait dans ma famille depuis des années. Daniel n'est pas parti après avoir payé la facture. C'était la première différence entre lui et tous les autres membres de ma famille. Mes parents avaient toujours traité l'argent comme la fin des responsabilités. S'ils payaient pour quelque chose, ils possédaient l'histoire. S'ils refusaient de payer, ils appelaient cela des limites. Si j'avais besoin d'aide, l'aide venait avec une leçon attachée. Daniel a payé $280 000 et a ensuite demandé à l'infirmière, de quoi a-t-elle besoin ensuite? Pas que doit-elle? Pas quand peut-elle partir? De quoi a-t-elle besoin? J'ai détourné le visage parce que cette question faisait plus mal que l'incision. L'infirmière, dont le nom était Marissa, a expliqué que ma sortie ne pouvait pas se faire en toute sécurité sans au moins plusieurs jours de surveillance, de gestion des médicaments, d'imagerie de suivi, et de quelqu'un de fiable pour m'aider à la maison. Daniel a tout noté. Soutien à domicile, a-t-il demandé. Marissa m'a regardé.
J'ai regardé la couverture. Mes parents devaient me ramener à la maison. La pièce est devenue silencieuse. Daniel a refermé son stylo. Alors ils ne feront pas partie du plan de sortie. J'avais envie de rire, mais ma gorge s'est nouée. Cela semblait si simple quand il l'a dit, comme si les familles pouvaient être retirées d'un formulaire de la même manière que l'on retire une ancienne adresse. Quelques heures plus tard, il est revenu avec une autre femme. Son nom était Patrice, une défenseure des droits des patients. Elle parlait doucement, mais avec le genre de précision qui rendait la panique moins contagieuse. Elle a expliqué les options de soins à domicile, la rééducation à court terme, la livraison de médicaments, le transport, l'autorisation légale, et quelque chose appelé un coordinateur de soins. J'ai écouté à travers des vagues de douleur et d'épuisement. Puis j'ai dit, comment suis-je censé payer tout cela? Daniel a rouvert le dossier à l'onglet bleu. Votre grand-mère avait aussi anticipé la convalescence. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Mes parents avaient anticipé un moyen de pression. Grand-mère avait anticipé des soins. Ce soir-là, mon téléphone a enfin commencé à sonner. Maman, papa, Owen, puis encore maman. J'ai regardé l'écran s'allumer depuis la table adaptable à côté de mon lit. C'était étrange de voir leur nom après ce qui s'était passé, comme regarder des cambrioleurs frapper poliment après être sortis par la fenêtre. Daniel était toujours là, en train d'examiner des papiers près de la fenêtre. Voulez-vous répondre, a-t-il demandé. Non. Le mot est sorti plus vite que je ne m'y attendais. Ma mère a envoyé un message à 7.22. Nathalie, appelle-moi avant de laisser cet avocat t'embrouiller. Un deuxième message a suivi. Nous essayons de gérer les choses en famille. Puis, papa. Tu ne connais pas toute la situation. Et enfin, Owen. Cela prend des proportions démesurées. Celui-là m'a fait écarquiller les yeux. Des proportions démesurées. Ma tête avait été ouverte. Mes parents avaient retiré le paiement. Un avocat avait payé plus qu'une maison dans certaines villes pour m'éviter d'être financièrement détruite après l'opération, et Owen pensait que le problème était une question de proportion. Daniel a demandé la permission avant de photographier les messages. J'ai hoché la tête. Il se les est envoyés, puis a dit, « Votre grand-mère m'a dit que votre frère appellerait un préjudice un inconvénient si cela le ralentissait. » J'ai chuchoté, elle le connaissait, lui aussi. Elle vous connaissait tous. Cette phrase aurait dû me réconforter. Au lieu de cela, elle m'a fait pleurer encore plus, parce qu'être connu par la seule personne qui vous protégeait devient compliqué après sa disparition. C'est beau, oui, mais cela vous laisse aussi à regarder tous ceux qui sont restés en vous demandant pourquoi l'amour a été si difficile pour eux alors qu'elle le rendait évident. Le lendemain matin, mes parents sont venus, pas silencieusement. J'ai entendu la voix de ma mère dans le couloir avant que la porte ne s'ouvre. Je suis sa mère. Elle vient de subir une opération du cerveau. Vous ne pouvez pas m'éloigner de ma fille. Marissa est entrée la première, le visage soigneusement neutre. Nathalie, vos parents sont là. Voulez-vous de la visite? C'était la première fois que quelqu'un me demandait, non pas m'informait, mais me demandait. J'ai regardé Daniel. Il n'a rien dit qui puisse influencer mon choix. Il ne m'a poussé ni vers le pardon ni vers le drame. Il a attendu ma réponse comme si elle m'appartenait. J'ai dit, ils peuvent entrer s'ils restent. Marissa a hoché la tête. Ma mère est entrée en portant le même gilet bleu qu'elle portait le matin de l'opération. Cela m'a mise en colère d'une manière que je ne pouvais pas expliquer, comme si la continuité des vêtements pouvait simuler la continuité des soins. Papa est arrivé derrière elle, la mâchoire serrée. Owen rôdait dans l'embrasure de la porte, bronzé, en bonne santé, une montre chère au poignet, l'air irrité d'être à nouveau dans un hôpital pour quelqu'un d'autre. Maman s'est précipitée vers le lit. Ma chérie. J'ai tressailli avant de pouvoir le cacher. Elle l'a remarqué. Daniel aussi. Son visage s'est recomposé en expression blessée. Nathalie, ne me regarde pas comme ça. Je l'ai dévisagé. Comment devrais-je te regarder? Papa s'est avancé. Cela a été un malentendu. Daniel s'est levé de la chaise. Non, cela a été documenté. Les yeux de papa se sont posés sur lui. Et vous êtes? Daniel Mercé, l'avocat d'Eleanor.
Le visage de maman a pâli au nom de grand-mère, pas de chagrin, mais de reconnaissance. Owen a froncé les sourcils. Pourquoi l'avocat de grand-mère est-il ici? Je l'ai regardé. Parce qu'elle savait, il a eu un petit rire. Savait quoi? Daniel a répondu calmement. Que vos parents pourraient tenter de rediriger la réserve médicale de Nathalie vers vous. La bouche d'Owen s'est ouverte, puis s'est fermée. Ma mère a chuchoté, ce n'est pas juste. J'ai presque souri. Juste? Ce mot avait disparu quand ils ont retiré le paiement. Papa a dit, nous l'avons seulement mis en pause. Daniel a ouvert le dossier. Vous avez annulé l'autorisation après que l'opération ait été terminée. Nous avions l'intention de régler le problème. Avec quel fonds? A demandé Daniel. Le visage de papa s'est durci. Maman a commencé à pleurer. Ton frère avait une date limite, Nathalie. Il allait perdre le bâtiment. Le bâtiment, ai-je répété. Ma voix semblait lointaine. Vous avez retiré le paiement de mon opération du cerveau parce qu'Owen voulait un bâtiment. Owen a explosé. Ce n'était pas comme ça. J'ai tourné la tête vers lui lentement. Le mouvement m'a fait mal, mais je voulais voir son visage quand je le dirais. Alors comment c'était? Il a regardé maman. C'était sa réponse. Il n'avait jamais eu besoin de construire sa propre défense. Quelqu'un arrivait toujours avec une toute prête. Daniel a placé une copie de la lettre de grand-mère sur la table adaptable. Maman a vu l'écriture et s'est figée. Papa a vu l'entête juridique et s'est immobilisé. Owen n'a rien vu, si ce n'est que la pièce ne se pliait plus autour de lui. Daniel a dit, Eleanor a ordonné un examen des retraits de la succession si cet événement se produisait. Cet examen a commencé. Les larmes de maman se sont complètement arrêtées. Cela m'a fait plus peur que ses pleurs. Papa a dit, vous n'avez aucune autorité pour faire cela. J'ai l'autorité que votre mère m'a donnée, a dit Daniel. Et maintenant que Nathalie est alerte, elle peut décider si elle souhaite coopérer à l'examen. Tous les trois m'ont regardé. C'était là. L'ancienne pièce, l'ancienne pression, les yeux humides de maman, la colère de papa, l'incrédulité blessée d'Owen, la famille attendant que je rende la chose douloureuse plus facile en redevenant raisonnable. Mon corps était brisé. Ma tête était bandée. Ma voix était à peine plus forte qu'un souffle. Mais j'ai entendu la phrase de grand-mère dans mon esprit aussi clairement que si elle se tenait à côté du lit. Ne les supplie pas de te choisir. Laisse la paperasse montrer qu'ils ont déjà choisi. J'ai regardé Daniel. De quoi avez-vous besoin de ma part? Maman a émis un son comme si je l'avais giflé. La voix de Daniel est restée calme. La permission de demander les relevés de compte, les communications de l'hôpital, et tout décaissement de la succession effectué sous le prétexte d'une urgence familiale. J'ai de nouveau regardé mes parents. Le visage de papa avait changé. Celui de maman s'était vidé. Owen a soudainement eu l'air moins confus qu'effrayé. Et c'est là que j'ai compris que le paiement médical n'était pas la première trahison. C'était juste la première qui se produisait pendant que des témoins regardaient. J'ai dit, vous avez ma permission. Ma mère s'est assise. C'était le premier signe que la pièce avait basculé. Elle ne s'est pas évanouie. Elle n'a pas protesté. Elle n'a pas tendu la main vers la mienne. Elle s'est simplement abaissée sur la chaise à côté du lit comme si ses genoux avaient cessé de lui faire confiance. Owen l'a regardée. Maman. Elle n'a pas rendu son regard. Papa en a fait assez. Il a dit, Nathalie est en convalescence. Ce n'est pas le moment. Daniel a fermé le dossier. En fait, a-t-il dit, votre chronologie des événements est la raison pour laquelle nous sommes ici. Cette phrase a frappé la pièce proprement. Pendant des années, mon père avait contrôlé les conflits en décidant quand il était approprié de discuter de la douleur. Si j'abordais un sujet pendant le dîner, je gâchais le repas. Si je l'abordais plus tard, j'étais rancunière. Si je l'abordais calmement, j'étais calculatrice. Si je pleurais, j'étais instable. Il n'y avait jamais de bons moments pour nommer ce qu'il faisait. Seulement des moments interminablement mauvais choisis par les personnes qui le faisaient. Daniel s'est approché du pied de mon lit. L'examen ne nécessite pas de dispute dans cette pièce, mais puisque toutes les parties sont présentes, je serai clair.
La réserve médicale d'Eleanor était légalement désignée pour les soins de Nathalie. Toute tentative de la rediriger sans autorisation sera documentée. Tous les fonds de la succession déjà redirigés sous de fausses déclarations d'urgence seront examinés. Maman a couvert sa bouche. Owen a dit « Fausse urgence ?» Daniel l'a regardé. Le dépôt pour votre studio de fitness a été listé comme une urgence familiale. Le visage d'Owen a rougi. Je n'ai pas écrit ça. Non, a dit Daniel, mais vous en étiez le bénéficiaire. Owen a fait un pas en arrière comme si le mot l'avait touché. Bénéficiaire. Les gens comme mon frère aimaient les cadeaux jusqu'à ce que quelqu'un utilise le nom correct pour les désigner. La voix de papa a baissé. Vous portez des accusations sans contexte. Daniel a hoché la tête une fois. Alors fournissez-le. La pièce est devenue silencieuse. J'ai presque ri parce que le contexte était le mot préféré de mes parents quand personne ne leur demandait de détails. Maintenant que quelqu'un avait ouvert un espace pour cela, il n'avait rien de près qui puisse survivre au fait d'être écrit. Maman m'a finalement regardé. Nathalie, ma chérie, nous avions peur. Je l'ai fixé. De quoi? Elle a cligné des yeux. De te perdre. Les mots sont venus trop tard et sont arrivés trop propres, comme des fleurs d'une station-service après les funérailles. J'ai regardé le moniteur à côté de moi, la ligne intraveineuse dans mon bras, l'antiseptique séché près de ma tempe, la femme qui avait laissé mon paiement en suspens dans un bureau de facturation pendant qu'elle s'inquiétait pour le bâtiment d'Owen. Tu as retiré l'argent après l'opération, ai-je dit. Son visage s'est décomposé. Ton père a dit que ce serait réglé avant ton réveil. Papa a explosé. Linda. C'était là, pas des excuses, une fuite. Daniel a noté quelque chose. Owen les a regardés tour à tour. Attendez, vous avez dit que Nathalie avait déjà été couverte. Personne ne lui a répondu. Le silence l'a fait. Pour la première fois, Owen n'était pas seulement protégé par le mensonge. Il était à l'intérieur, en train de regarder autour de lui. Il s'est tourné vers papa. Tu m'as dit que l'argent de grand-mère dormait simplement là. La mâchoire de papa s'est crispée. Maman a chuchoté. Nous allions le remplacer. Avec quoi, ai-je demandé. Elle m'a regardé avec impuissance. Cette impuissance m'a rendu plus froide que ses excuses parce que j'avais vu ma mère devenir compétente pour Owen un millier de fois. Elle pouvait trouver de l'argent, passer des appels, négocier, faire pression sur des proches, pleurer auprès de la bonne personne, flatter la suivante. Elle ne devenait impuissante que lorsque la personne qui avait besoin d'être sauvée était moi. Daniel a ouvert une autre section du dossier. Il y a déjà des préoccupations préliminaires, a-t-il dit. 3 transferts de la succession marqués comme stabilisation du ménage. Un marqué comme pont commercial d'Owen. 2 marqués comme consultation médicale de Nathalie. J'ai essayé de tourner la tête trop vite. Une douleur a fulguré derrière mon œil. Marissa m'a touché l'épaule. Doucement. J'ai respiré à travers la douleur. Daniel a attendu que je hoche la tête. Consultation médicale, ai-je demandé. Il a regardé mes parents. L'un de vous aimerait-il expliquer cela? Le visage de papa s'est durci en quelque chose de laid et de familier. Elle n'a jamais manqué de soins. C'était une phrase tellement prudente. Pas elle a reçu l'argent. Pas nous l'avons dépensé pour elle. Elle n'a jamais manqué de soins. Daniel a tourné une page. L'un de ces transferts a été effectué 2 semaines après que Nathalie ait annulé un rendez-vous chez le neurologue. Je me souvenais de ce rendez-vous. Je l'avais annulé parce que maman m'avait dit que la situation avec l'assurance était compliquée et que je devais attendre qu'elle règle le problème. Ensuite, Owen a posté une photo d'une exposition de nouveaux équipements à Denver. Le souvenir est arrivé lentement, puis tout d'un coup. Cela a payé son voyage, ai-je chuchoté. La voix d'Owen est devenue faible. Quel voyage? L'exposition de Denver, ai-je dit. Il a secoué la tête. Maman a dit que papa avait payé pour ça. Maman a recommencé à pleurer, mais cette fois, personne ne s'est avancé vers elle. Ni papa, ni Owen, ni moi. Il y a des larmes qui demandent du réconfort et des larmes qui révèlent une stratégie. Ma mère avait utilisé les deux pendant des années. La différence était que maintenant, nous avions des documents sur la table.
La voix de Daniel est restée égale. Cet examen se poursuivra à l'extérieur de cette pièce. Nathalie a besoin de repos. Papa m'a pointé du doigt. Si tu fais ça, tu détruis cette famille. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Mon corps était si faible que je ne pouvais pas m'asseoir droite sans aide. Mon crâne me faisait mal. Ma gorge était sèche. Mon avenir était devenu une pile de calendriers de médicaments et de scanners de suivi. Mais d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, je me sentais plus stable qu'il n'en avait l'air. Non, ai-je dit. Tu détestes juste le fait que j'ai survécu avec un témoin. Cela l'a réduit au silence. Non pas parce que c'était poétique, mais parce que c'était vrai. Marissa s'est avancée. L'heure des visites est terminée. Maman s'est levée lentement. Nathalie, s'il te plaît. J'ai fermé les yeux. Non pas parce que j'avais peur d'elle, mais parce que j'en avais fini de laisser son visage décider de ma culpabilité. Partez, ai-je dit. Le mot dépassait à peine un murmure, mais tout le monde l'a entendu. Owen a été le dernier à la porte. Il m'a regardé, et pour la première fois de ma vie, il n'avait pas l'air agacé. Il avait l'air effrayé par la famille qu'il avait construite. Après leur départ, Daniel est resté près de la fenêtre pendant que Marissa ajustait mes médicaments. La pièce a retrouvé ses sons d'hôpital. Des bips, des roues dans le couloir, une annonce lointaine dans le haut-parleur. J'ai pensé que je me sentirais victorieuse. Ce ne fut pas le cas. Je me sentais vide. C'est la partie que les histoires n'expliquent pas toujours. Quand la vérité entre enfin dans une pièce, elle ne remplit pas immédiatement l'espace. Parfois, elle enlève juste le mensonge et vous restez assise là à réaliser à quel point votre vie s'était construite autour de lui. Daniel semblait comprendre. Il a replacé la lettre de grand-mère à ma portée et a dit, « Il y a une dernière chose que votre grand-mère vous a laissée. » J'ai ouvert les yeux. « Encore de la paperasse ? » Non, a-t-il dit. Il a fouillé dans son porte-documents et a sorti une petite pochette en velours. À l'intérieur se trouvait une clé sur une étiquette en laiton. Je l'ai regardé fixement. « Qu'est-ce que c'est ? » Son chalet, a-t-il dit. Elle a ordonné qu'une fois médicalement stable, vous ne deviez pas vous rétablir sous le toit de vos parents. La clé était petite, ordinaire, presque ridicule par rapport à la taille de tout le reste. Mais quand Daniel l'a placée dans ma paume, j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait de toute la journée. Parce que l'argent avait sauvé mon opération, les documents avaient sauvé ma vérité. Mais cette clé a sauvé quelque chose de plus doux. Elle m'a sauvé de l'obligation de me réveiller dans la même maison que les personnes qui avaient décidé que ma survie était négociable. Daniel a dit, il y avait un plan de soins rattaché à la fiducie. Santé à domicile, transport, soutien médicamenteux, soins de suivi. Votre grand-mère a été très précise. J'ai refermé ma main sur la clé. Bien sûr qu'elle l'avait été. Grand-mère avait compris quelque chose que mes parents n'avaient jamais compris. La survie n'est pas la même chose que la sécurité. Et allongé dans ce lit d'hôpital avec ma tête bandée et toute ma famille enfin derrière la porte, j'ai réalisé que le véritable héritage n'était pas les 280 000 $. C'était le premier endroit où je pourrais guérir sans devoir mon silence à personne. Je suis resté à l'hôpital 9 jours de plus, non pas parce que l'opération s'était mal passée, mais parce que pour la première fois, les personnes qui prenaient des décisions autour de moi n'essayaient pas de me faire sortir assez vite pour me rendre à nouveau utile. Marissa venait me voir même quand elle n'y était pas obligée. Patrice a organisé les visites de santé à domicile. Daniel venait tous les après-midi avec des nouvelles, ne restant jamais trop longtemps, ne transformant jamais ma chambre en salle d'audience. L'examen a progressé tranquillement au début. C'était ainsi que Daniel préférait les choses. Pas de menaces dramatiques, pas de cris, juste des demandes, des dossiers, des dates, des signatures, des transferts. Et puis la vérité a commencé à faire ce que fait la vérité quand les gens ont été négligents avec elle. Elle s'est multipliée. Les 2 transferts de consultation médicale de Nathalie n'étaient pas allés à des médecins. L'un a payé pour le voyage d'affaires d'Owen à Denver. L'autre a couvert un acompte sur l'équipement pour le studio de fitness qu'il n'avait même pas encore ouvert. Les paiements de stabilisation du ménage sont allés sur le compte joint de mes parents, puis sont ressortis par morceaux. Carte de crédit, rénovation de la salle de bain, réparation du camion d'Owen. Chaque fois que Daniel me racontait un nouveau détail, j'attendais que la douleur me surprenne.
Ce n'est pas arrivé. C'était la partie la plus étrange. L'opération avait enlevé quelque chose de ma tête, mais l'examen a enlevé quelque chose de ma mémoire. Le brouillard, les excuses, le peut-être qu'il pensait bien faire, le peut-être que j'ai mal compris. Au moment où je suis sorti, je ne me sentais plus confuse. Je me sentais fatigué et proprement en colère. Daniel m'a conduite lui-même au chalet de grand-mère. Il se trouvait au bout d'une route étroite bordée de pins, petit et blanc avec des volets bleus, le genre d'endroit que j'avais visité enfant sans jamais réaliser qu'il m'attendait. Il y avait des courses dans le réfrigérateur, des draps propres sur le lit, des instructions pour les médicaments sur le comptoir de la cuisine, et un mot avec l'écriture de grand-mère scotchée à l'intérieur de la porte d'entrée. Repose-toi ici avant que quelqu'un ne te demande de le porter à nouveau. Je me suis tenu là avec mon déambulateur, ma tête bandée, mon sac d'hôpital sur le sol, et j'ai pleuré si fort que Daniel est discrètement sorti et a fait semblant de vérifier son téléphone. Les premières semaines n'ont pas été jolies. La convalescence n'est pas cinématographique. Ce sont des pilules à 3.00 du matin. C'est de la nausée. C'est pleurer parce que votre main tremble pendant que vous vous brossez les dents. C'est oublier un mot que vous connaissez et paniquer à l'idée que votre cerveau ne sera plus jamais le vôtre. Mais personne dans ce chalet ne m'a traité de dramatique. Personne n'a demandé quand je redeviendrais normal. Personne n'avait besoin que ma douleur devienne pratique. Une infirmière à domicile venait 3 fois par semaine. Patrice gérait les rendez-vous. Daniel gérait le dossier. La fiducie de grand-mère a payé pour les soins exactement comme elle l'avait ordonné. Mes parents ont essayé de me joindre constamment au début. Maman a laissé des messages vocaux qui commençaient par des sanglots et se terminaient par des reproches. Ton père a fait en sorte que la partie financière paraisse temporaire. Tu sais que je ne voudrais jamais qu'on te fasse du mal. Owen était sous tellement de pression. Puis finalement Aki a dit la vérité par accident. Nathalie, tu dois comprendre. Nous pensions que tu irais bien. J'ai sauvegardé celui-là. Non pas parce que j'en avais besoin légalement, mais parce que c'était tout le système familial en une seule phrase. Il pensait que j'irais bien. Assez bien pour retarder le traitement, assez bien pour perdre de l'argent, assez bien pour pardonner, assez bien pour survivre à tout ce qu'il prenait, parce que je l'avais toujours fait. L'examen de Daniel est devenu officiel après cela. Mes parents ont été démis de tous les rôles liés à la succession de grand-mère. Ils ont été tenus de rembourser les fonds détournés à la fiducie, y compris l'argent redirigé vers le studio d'Owen. L'affaire de l'hôpital n'est jamais devenue un procès public, mais elle est devenue un enregistrement permanent dans le dossier de succession. Owen a perdu le bâtiment. Pendant un temps, il a raconté aux gens que j'avais détruit son rêve depuis un lit d'hôpital. Ensuite, Daniel a envoyé une lettre à son partenaire commercial avec la chronologie documentée. Après cela, Owen est devenu plus silencieux. Mon père a pris une retraite anticipée de son emploi de comptable après que 2 clients de longue date aient entendu assez de choses pour cesser de lui confier l'argent de leur famille. Ma mère a vendu la maison rénovée et a déménagé dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville. Elle m'a envoyé une lettre manuscrite 6 mois plus tard. Elle était courte. Je n'arrête pas de penser à ce que ta grand-mère a écrit. J'essaie de me souvenir quand j'ai cessé de voir ta douleur comme de la douleur. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai placé dans un tiroir. Non pas pardonné, non pas brûlé, juste ne dirigeant plus ma vie. Quant à moi, j'ai appris à guérir lentement. Je marchais plus loin chaque semaine. D'abord jusqu'à la boîte aux lettres, puis jusqu'au bout de l'allée, puis sur la route sous les pins. Mes cheveux ont repoussé de manière inégale près de la cicatrice. J'ai acheté des foulards doux, puis j'ai arrêté de les porter quand je me suis fatigué de cacher la preuve que j'avais survécu. La première fois que j'ai cuisiné dans la cuisine de grand-mère, j'ai fait des toasts et de la soupe et j'ai dû m'asseoir à mi-chemin. J'ai ri, puis j'ai pleuré, puis j'ai fini la soupe. C'est devenu ma convalescence en miniature. S'arrêter. Respirer. Continuer. Un après-midi, presque 1 an après l'opération, Daniel m'a apporté la comptabilité finale. Tout avait été restitué à la fiducie médicale. Le plan de soins se poursuivrait selon les besoins. Le chalet a été transféré entièrement à mon nom. Au fond du paquet se trouvait une dernière lettre de grand-mère. Nathalie, si tu lis ceci dans le chalet, c'est que tu as vécu. Ne gâche pas ce miracle en essayant de faire en sorte que tes parents se sentent moins coupables de ce qu'ils ont choisi.
Une vie sauvée n'est pas une dette. C'est une porte. Franchis-la. Je suis restée assise à la table de la cuisine avec cette lettre entre les mains pendant un long moment. Puis j'ai ouvert toutes les fenêtres du chalet. L'air des pins est entré, froid et pur. Pendant des années, ma famille a traité ma survie comme quelque chose qu'ils pouvaient dépenser, retarder, rediriger, ou expliquer pour s'en disculper. Mes grands-mères savaient mieux que ça. Elles savaient que l'amour n'était pas la personne qui pleurait le plus fort près du lit d'hôpital. L'amour était la personne qui préparait une porte de sortie avant même que la blessure ne s'ouvre. Et à la fin, mes parents ne m'ont pas laissée mourante. Ils m'ont laissé exposée. Grand-mère m'a laissé protégée. Merci d'être ici. Si vous étiez à la place de Nathalie, répondriez-vous à nouveau à vos parents après qu'ils aient retiré le paiement de votre opération pour financer le rêve de votre frère? Et si votre grand-mère vous avait laissé des preuves, une protection et un endroit pour guérir, vous battriez-vous pour la vérité ou disparaîtriez-vous dans la paix? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a marqué, s'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. J'adorerais vous voir dans la prochaine.